5 raisons de ne surtout pas contacter un architecte. 5 bonnes raisons pour les plus entreprenants d'entre vous pour ne surtout pas, alors là, surtout jamais traverser le seuil d'un cabinet d'architecture. C'est ça qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc, attachez vos ceintures. Ça va crépiter et ça crépita. À tout de suite après le générique. La première raison pour laquelle vous devez surtout pas consulter les services d'un architecte, c'est parce que vous savez, avant de vous engager dans un projet immobilier, vous avez sûrement fait de l'épargne, vous avez eu à cœur de faire un investissement immobilier et vous avez une certaine somme, vous avez un montant dans votre tête que vous voulez investir dans un projet de construction. Et quand vous voyez le montant que vous allez sortir, en général c'est entre 1 et 5% de ce montant-là que vous allez donner à un architecte. Vous voyez un peu 5% de 100 millions, c'est 5 millions. Vous voyez que ces 5 millions-là, c'est beaucoup d'argent. Vous avez envie, vous avez sûrement pensé construire un bâtiment sur 100 millions par exemple et vous trouvez que 5 millions c'est beaucoup pour pouvoir vous faire accompagner et pour pouvoir avoir un bâtiment bien fait, bien fini et bien contrôlé. Si vous avez ce genre de point de vue là, 5 millions c'est beaucoup. 5 millions c'est beaucoup. Bien sûr que 5 millions c'est beaucoup. Mais non, je précise que les architectes, en réalité, il y a des architectes même qui prennent jusqu'à 10% du projet. Mais ce n'est pas seulement la partie études, parce qu'un architecte n'est pas seulement un gars qui va réaliser les études. C'est le gars qui va faire le projet, les maquettes, qui va faire les devis, qui va aller faire le permis de construire, dans toute la partie administrative là, il va signer le projet s'il est inscrit à l'œuvre des architectes. Il va faire tout ça pour préparer la documentation nécessaire afin que durant le chantier, tout se passe bien. Et les 10% ou les 5%, pour la plupart des architectes que je connais, c'est entre 5 et 7%. Ce montant-là n'est pas seulement pour les études. Ce montant-là les études, c'est quoi? C'est environ 1%, 1,5%. Et le reste, c'est pour le suivi, c'est-à-dire aller au chantier tout le temps, le travail avec les autres prestataires, tous les acteurs en fait, du bâtiment. C'est l'architecte qui va les piloter afin que le projet se passe bien. Mais bon, 5 millions quand même sur un projet de 100 millions, c'est beaucoup. Et je comprends qu'il y a des personnes... Oui, je comprends qu'il y a des personnes qui considèrent que c'est beaucoup. Ils préfèrent ne pas faire cette partie étude-là et se retrouver avec un bâtiment bancal. Un bâtiment qui, on ne sait pas où est l'entrée, où est la sortie, avec des escaliers trop étroits, avec l'étanchéité qui ne donne pas d'un côté. En fait, si vous voulez avoir les cheveux blancs pendant la réalisation du chantier, parce que vous voulez être vous-même au feu au moulin, être vous-même la personne qui court derrière le maçon, celui qui court derrière, bref, si vous voulez être la personne qui gère tout à la fois, et vous ne voulez pas d'un professionnel à côté de vous, pour vous guider et pour vous épauler, et pour donner le conseil même, pour que ça se passe bien pendant la construction, papa. Ne prenez pas un architecte parce que franchement, vous ne pourrez pas supporter. Les 5 millions à 7 millions que vous voulez économiser là, le coût psychologique. Moi, je connais des personnes qui ont commencé un chantier, ils avaient l'air d'avoir 35 ans. Le chantier finit peut-être après 2-3 ans parce que ça... Ah, l'AVC. Non, laissez même l'AVC, les cheveux blancs. Ça veut dire qu'il finit le chantier, il a pris 10 ans. Parce que rien que ta veste ou bien rien que ta robe que tu envoies pour... Rien que le pagne que tu envoies chez la couturière ou chez le tailleur, parce que tu veux faire un petit truc pour le 8 mars. Rien que le pantalon que tu fais, parce que tu veux avoir un truc sur mesure. La manière que les ouvriers, les artisans te maltraitent dehors là, pour que tu puisses avoir un simple vêtement. Imagine si tu dois faire ce même travail auprès des maçons, auprès des chefs chantiers, auprès des menuisiers, auprès comment on appelle, les quincailliers même. Il te dit que non, ce que tu as commandé d'abord, tu as déposé l'argent. Et les Camerounais,
Le vol de matériel, papa, on va un peu évoquer ça. On va passer, si on entre dans ça, ce sera compliqué. La gestion de chantier, c'est toute une profession. Parce que si tu ne vas pas partir t'asseoir devant ton chantier, passer les nuits là-bas pour t'assurer que ton matériel est bien en sécurité, ou bien si tu ne vas pas, en fait, la gestion de chantier, c'est tout un métier en réalité. C'est vrai que ces gars-là sont tellement forts. Ils arrivent à voler le matériel en face de vous comme ça. Bien sûr. Non seulement on te vole ton matériel en face, mais le matériel même qu'on utilise dans ton chantier, qu'est-ce qui te garantit que, c'est du bon matériel? Parce que tu es parti déposer l'argent dans une quincaillerie, tu as dit que le maçon t'a donné une liste, tu es parti déposer à la quincaillerie. Le quincailler, lui, il te donne ses stocks qu'il n'arrive pas à écouler. Parce que tu ne connais pas les marques, les meilleures marques en termes de ciment, en fait, les matériaux de construction, tu ne connais pas les meilleures marques. Tu es en fait un profane qui te retrouve avec des personnes qui s'y connaissent et qui n'ont pas intérêt à t'aider en fait. Tu vois un peu. Donc c'est un peu comme si tu es, je sais pas quoi, tu es malade, eux ils voir le médecin, tu dis que tu vas aller au coin du quartier et te faire conseiller par le déman ou bien par le gars qui va les médicaments, même pas le pharmacien, le gars qui a le médicament au coin de la rue. Là. Lui, il a intérêt à ce que tu achètes le maximum de choses. Et il a intérêt à ce que tu sois toujours malade pour toujours revenir vers lui. Et tout ce que tu absorbes dans ton corps là, c'est pour ton bien. En fait, l'architecte est un peu comme le gars qui sera un peu comme ton conseil, voilà, ton conseil à la fois du point de vue technique, du point de vue administratif, du point de vue même de la gestion de ton chantier. C'est en fait celui qui a le devoir de t'expliquer les choses. Je prends un exemple. Lorsque tu es par exemple en face d'un technicien et que tu veux, le technicien te fait son devis. Voilà, le technicien t'a dit ok, pour réaliser par exemple l'électricité dans ton bâtiment, il te faut telle somme d'argent pour acheter le matériel pour sa main d'œuvre. Ce matériel qu'il a évalué là, comment toi, en tant que profane, tu sais si ce matériel est pertinent ou pas? Admettons que ce matériel qu'il a mis en termes de quantité, c'est pertinent. Comment tu fais pour savoir que ce qu'il a mis dans son devis là, en fait, est adapté? Quel est ton baromètre pour savoir que ce qu'il t'a dit est bien du point de vue qualité et du point de vue quantité? Et maintenant sa main d'œuvre, tu l'évalues par rapport à quoi? À part ça, admettons même que la partie là, tu es même déjà gagnant parce que tu es tombé sur des ouvriers honnêtes. Qu'est-ce qui te garantit que le matériel que tu vas approvisionner donc est du bon matériel? Parce que l'ouvrier que tu as en face de toi... Oui, il y a les marques de référence, mais ces marques de référence sont des contrefaçons. Ces marques de référence sont des contrefaçons. Je ne veux pas faire la buster une marque ici, là, mais on connaît en termes de matériel électrique que presque toutes les marques de référence en termes de matériel électrique ont leur contrefaçon sur le marché. Et à côté de ça, il y a le marché noir. Donc, comment tu fais dans tout ça là? Je parle seulement de l'électricité, je ne veux pas évoquer le domaine de la plomberie, le domaine de la peinture, le domaine du carrelage, le domaine des plafonds. Comment toi, en tant que profane, tu fais pour t'en sortir? Donc, si tu considères que investir sur un professionnel du bâtiment comme un architecte pour te guider dans ton bâtiment, c'est trop. Vraiment, ne le consulte pas. Va. Et tu vois en faire des chantiers, toi-même voir ce qu'il y a comme facture, c'est-à-dire facture en termes de temps, en termes d'énergie. Si toi, admettons que tu es même déjà à l'abri des AVC, parce que ce que tu vas découvrir même tout au long du projet, admettons que tu sois même quelqu'un de vigilant ou quelqu'un qui soit même averti. Pire encore, les personnes qui disent que non, je vais travailler avec ma famille, j'ai mon petit oncle, mon petit. Là-bas, les anecdotes sont alors très très croustillantes. On va pas en parler dans cette vidéo. Avant la famille, au moins, je serai à l'abri de tout ce qui est vol, tout ce qui est malfaisance. Donc, parce que c'est ton frère, il ne va pas manger. C'est ton frère, lui, il travaille gratuitement en fait. C'est ça en fait le truc. Non, mais il est payé. Il est payé? Oui. La plupart des gens payent leurs frères? Non. La plupart des gens qui veulent recruter un membre de la famille pour s'occuper de leur projet de construction, c'est en réalité parce que ces gens-là ne veulent pas dépenser sur un professionnel. Ça veut dire simplement qu'il ne va pas vouloir dépenser sur son frère. Et le frère, justement, lui, c'est qu'il a l'immunité. Tu ne vas pas aller l'enfermer quelque part parce qu'il est ton frère. Qu'est-ce qui va le contraindre à bien se comporter? Des anecdotes par rapport aux frères, les familles qui se déchirent par rapport à l'argent, je ne vous apprends rien. La famille a le business,
Non, non. Si vous savez que vous avez votre argent et vous ne voulez pas dépenser de 5 à 7%, là je parle de tout le projet. Et le projet, ça dure. Hein, parce que lorsque vous recrutez un architecte pour gérer votre projet, qui va peut-être durer 1 an ou 2 ans pour être réalisé, en fonction de votre, voilà, l'argent disponible et des contraintes même intrinsèques du projet. Si à un moment donné, vous considérez que payer les études d'un architecte à hauteur de 1%, 1,5%, ou bien financer un architecte qui va passer pratiquement 2 ans sur votre projet, il va prendre son carburant tous les jours, il va être à plein temps sur votre... Moi, je sais par exemple, qu'en ce qui me concerne, il y a des questions qu'on me pose après, même à 4 heures du matin, je vais répondre sur un projet. Tout simplement parce que le projet est entré dans toutes les cellules de mon corps au point où je suis déjà tellement à même... Parce que j'ai conçu le projet, parce que c'est moi, c'est mon bébé. Chaque élément, c'est mon bébé, donc je connais exactement les recoins et les... Même si je suis dans une autre ville, même si je suis dans un autre pays, je sais que par rapport à cette pièce de ce projet-là, voilà ce qui a été prévu dans ma conception. Voilà les choses fidèles que je tiens à ce que ça soit bien fait dans le projet. Et toute cette énergie-là, en réalité, que je dépense, toute cette, comment je peux même dire que cette énergie, voilà, cette énergie même spirituelle que je mets dans le projet, ça a un coût. Donc, c'est pas fortuit. Si les gars sont partis à l'école pour être architectes, ils ont tapé 5 à 7, 8 ans sur les bancs pour pouvoir gérer de façon efficace un projet, gérer les équipes, gérer les énergies, gérer les ressources. C'est pas fortuit. Moi, je suis toujours assez surprise lorsque quelqu'un achète un terrain et lorsqu'il va rencontrer un notaire, lorsqu'il va régulariser le statut foncier de son terrain pour faire un morcellement, une attribution, bref, une vente, lorsqu'il va faire les procédures d'acquisition du terrain en question, il va aller vers le notaire et le notaire va lui appliquer une facture. En général, c'est toujours entre 5 et 10%. Le notaire, son travail, c'est quoi? C'est de faire le suivi de l'enregistrement et il y a ses propres honoraires. Je n'ai jamais entendu que quelqu'un a discuté des honoraires d'un notaire. Jamais. C'est parce qu'en manière générale, les gens ne connaissent pas peut-être ils ont l'habitude de préparer les notaires. Oui, mais ils ne discutent pas le fait que le notaire prélève 5 à 10% pour ses honoraires. Hein. Le notaire préserve 5 à... Bon, pour sa signature et pour faire le suivi au niveau de l'enregistrement, c'est une procédure administrative en fait. C'est pas une procédure physique comme celle que l'architecte déploie. Mais c'est toujours difficile en fait dans le commun malheureusement des Africains de sortir à peu près la même somme pour investir dans son... C'est quand même... Ça me blase en fait. Ça me blase. Donc, je pense que pour couper court par rapport à ce sujet, ne rencontrez surtout pas un architecte si vous voulez vieillir vite. Si vous savez que vous allez gérer les humeurs et les aléas de sécurité, d'humeur et tout dans un chantier, ne consultez pas l'architecte vraiment. C'est la meilleure chose que je puisse vous conseiller. Petite anecdote avant de finir sur le sujet de ne pas consulter l'architecte si vous ne voulez pas dépenser. J'ai eu un client comme ça qui est venu me rencontrer et j'étais en train de concevoir son projet. Heureusement ou malheureusement pour lui, il était tellement pressé. Voilà, il voulait, je sais pas, il avait l'argent et ça le grattait, il voulait absolument commencer le chantier. Il m'a dit, Germaine, j'ai déjà fait livrer tel nombre de camions de sable, tel nombre de sacs de ciment au chantier. Je lui ai dit, bon papa, si tu as décidé de livrer, qui te donne le conseil? Moi, je ne sais pas. Tu as fait livrer les agrégats, ok, admettons, c'est bien. Peut-être 2 jours après, il me dit, j'ai déjà lancé la fabrique de parpaing. Je dis, papa, il n'y a pas de problème. Mais moi, je trouve que tu mets la charrue avant les bœufs. On ne sait même pas encore quelle quantité de parpaing on a fait parce que je suis encore dans les devis. J'avais déjà fini son projet, mais j'étais encore dans les devis au niveau du cabinet. Et je parle d'une histoire, on n'a même pas fait 1 semaine sur son projet. C'est-à-dire chaque jour, il achetait quelque chose de nouveau. Il arrive au bureau un jour, il me dit, Germaine, j'ai déjà payé la main d'œuvre du fabricant de parpaing. Je dis, tu as donné combien? Il me dit, il a donné
100 000 francs au fabricant de papins. Je dis, ok, c'est pour quelle quantité de... Voilà, tu veux fabriquer quelle quantité de papins? Il me dit, le fabricant lui a dit qu'il va frapper 1 tonne de ciment avec les 100 000 francs. Je dis, ok, d'accord. Ça veut dire en réalité que... moi, j'ai fait le calcul rapidement. Hein. Ça veut dire que la main d'œuvre du fabricant, c'est quoi? 1 tonne de ciment, c'est 20 sacs de ciment en réalité. Donc, le fabricant lui prend environ 5 000 francs par sac. En fait, le client, lui, il a acheté la tonne de ciment. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. La tonne dans sa tête, c'est le camion de ciment. Alors qu'il s'agit de 20 sacs de ciment. Donc, il s'est dit qu'il allait faire une très bonne affaire, alors que la moyenne des prix en termes de fabrication d'agglomérés de ciment, de papin, comme on dit, c'est dans les 1500 maximum, grand max, 2000 francs. Là même, je suis généreuse. Donc, lui s'est dit qu'il avait fait une bonne affaire juste parce qu'on lui a vendu le terme tonne de ciment. Donc, en fait, quand je lui ai dit ça, il a très vite compris qu'il s'était fait, voilà. Mais c'est juste une petite anecdote pour mettre en avant le fait que, à vouloir être trop intelligent en réalité, on se retrouve souvent avec, à faire des dépenses inutiles tout simplement. Donc, moi j'encourage les clients qui veulent économiser là, ne venez surtout pas, ne rencontrez surtout pas les architectes, vous allez perdre de l'argent pour rien. Ok. Deuxième raison pour laquelle vous ne devez surtout pas contacter un architecte. Sincèrement, moi je dis toujours que dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Si tu sais que tu as gagné ton argent de façon honnête, si tu sais que tu as gagné ton argent de façon honnête, et comme on dit souvent que pour bien vivre, il faut vivre caché, tu ne dois surtout pas faire une maison ostentatoire, tu ne dois surtout pas faire une belle maison, parce que vraiment, si tu consultes un architecte, le risque que tu prends, c'est un gros risque. Le risque que tu prends en réalité, c'est d'avoir une maison que tout le quartier va admirer. Donc vraiment, dans la vie, il faut choisir. Soit tu décides de vivre caché, soit tu décides d'être quelqu'un que tes voisins vont admirer avec tout ce que ça comporte comme poison, sorcellerie et autres jalousies et autres problèmes, parce que nous sommes tous en Afrique et on connaît ce que ça veut dire que de réussir. Lorsque tu réussis, tu attires à toi toute qualité oui, des oncles, tout ça là. Certains disent des oncles paternels. Donc, c'est la deuxième raison pour laquelle, il ne faut pas prendre de risque. Parce que si tu prends un architecte de façon... En fait, le risque est à 90%. Et en fait, le risque est très fort. Voilà, que tu vas attirer l'attention parce que ta maison ne sera pas commune. Elle sera atypique dans le paysage de ton quartier. Donc, ça peut te porter préjudice, quoi. Donc, voilà. C'est très important ce que je dis là. C'est dangereux. C'est dangereux de rencontrer un architecte. Donc, faites attention à vous. Ne venez surtout pas. Troisième raison pour laquelle vous ne devez pas rencontrer un architecte, c'est parce que, vous savez, l'architecte va, pour ce que je connais et comment moi je me comporte, il y a un certain nombre de façons de travailler, en fait, qu'un architecte ne va pas vouloir... C'est-à-dire qu'il a une façon de travailler, il ne va pas vouloir faire de compromis sur cette façon de travailler parce que c'est un process. Il a en fait des normes en réalité. Je prends un exemple. Si vous voulez par exemple des chambres avec des dimensions compliquées, il va refuser de les faire. Il va vouloir rester un peu dans les règles de l'art en fait. Il ne va pas vouloir faire des entorses au règlement. Si vous avez par exemple un bâtiment, vous voulez construire en bordure de route, il va vous imposer le fait que non, il faut laisser un recul. Bref, il va vouloir respecter les règles de la construction et les règles d'urbanisme. Et ce qui n'est pas forcément votre avantage parce que vous voulez toujours gagner, même là où il ne faut pas gagner, exploiter à 100% le terrain. Ce qui fait que la résultante, c'est quoi? C'est que quand vous allez voir l'architecte, quand vous allez jongler, voilà, quand vous n'allez pas voir l'architecte, vous allez construire de façon exagérée, vous n'allez pas respecter les ratios exigibles par la commune et tout. Vous allez avoir quand vous voyez certains bâtiments, à certains moments, vous entendez qu'on vient raquer la façade principale. Parfois, ça me fait, quand je vois ça me fait un peu... Bref, à quoi ils pensaient? C'est-à-dire, tous les voisins du quartier sont alignés sur une certaine ligne, avec un certain recul par rapport à la route. Mais comme toi tu es fort, tu décides que tu ne vois pas d'architecte, tu es trop fort, tu as tes relations et tout, tu décides de construire à même la chaussée.
et tu es surpris, voilà, qu'on vienne te faire voilà, un ravalement technique de façade, quoi. Tu vois. On vient régulariser votre projet. Voilà, on vient régulariser le projet. Et à part même ça, le fait même de voir un architecte, ça t'expose à payer les frais du permis de construire, parce que les architectes vont t'imposer de faire un permis de construire, de travailler selon les règles, c'est-à-dire faire d'abord le permis de construire, ou bien faire le permis de construire pendant que vous serez en phase infrastructure. Il va demander à ce que vous fassiez les démarches que la commune demande. Vous allez devoir faire le permis de construire. Mais comme vous ne voulez pas dépenser l'argent sur les permis et consorts, le truc, c'est quoi? C'est que vous allez recevoir la visite des agents communaux pendant la police municipale pendant l'exécution du chantier. Après, vous serez là en train de sortir les fleurs du volet que non. Les gars la dérangent. Ils sont venus, ils ont ramassé le matériel, ils ont saccagé le chantier, voilà. C'est vous qui allez commencer à vous plaindre que oui, la police municipale dérange, le pays est comme ci, le pays est comme ça. On va commencer à dire que le gouvernement est monté. Alors que c'est vous-même. En fait, c'est vous-même. Si vous savez que vous préférez entrer dans les bacs chiches et dans les dessous des tables parce que vous considérez que c'est pas la peine de faire les choses dans les règles de l'art. En fait, libre à vous. Vraiment, moi, je conseille toujours aux gens qui ne veulent pas faire les documents officiels comme des permis de construire, de ne pas venir. Ils se débrouillent au quartier. À la fin, ne pas vouloir dépenser pour être à l'abri. En réalité, lorsque tu as 100 millions, mets déjà 10% de côté pour études, suivi, tout ça là. Et 10% même en réalité, ça dépend de l'envergure du projet en réalité. Il y a des projets où tu peux dépenser beaucoup moins que ça. Il y a des projets comme des résidences hôtelières où tu vas dépenser plus que ces 10% là. Mais ce n'est pas de l'argent jeté par la fenêtre. Parce que sincèrement, c'est pas là. Parce que la paix n'a pas le prix. Le fait d'être accompagné par le conseil, vraiment, ça te met à l'abri de beaucoup de désagréments, beaucoup de mauvais, de surprises. Hein. On dit souvent qu'il ne faut pas durer dans le mauvais rêve. Donc, c'est un peu comme lorsque tu as ton médecin de famille, quoi. Il y a des problèmes que s'il y a quelque chose, il y a un incident, tu sais que tu as un seul interlocuteur vers qui te tourner. Parce que ce qui arrive souvent dans les chantiers, c'est que tu as aussi un problème qui se pose. Par exemple, un problème d'étanchéité. Le maçon te dit que non, c'est le charpentier le problème. Le charpentier te dit que non, c'est le gars qui devait gérer peut-être l'étanchéité le problème. Et l'étanchéiste te dit que non, ça c'est un problème que c'est plutôt le peintre qui devait venir. En fait, qui est ton interlocuteur? Tu tournes là comme ça, comme le mauvais esprit dans ton propre chantier. Au point où quand ton téléphone sonne et que c'est peut-être le chantier qui t'appelle, tu ne veux même pas décrocher parce que tu es déjà mal à l'aise. Donc ne venez surtout pas voir les architectes, vous les gens qui ne voulez pas faire les choses dans les règles de l'art, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas faire les permis, ceux qui ne veulent pas, voilà, ceux qui pensent qu'ils vont toujours jongler, voilà, avec les dossiers de table et tout ça, voilà. Donc ne venez surtout pas rencontrer un architecte. C'est mieux. Comme on dit souvent que le moins cher est cher là. N'est-ce pas, vous voulez voir avec les yeux. En réalité, l'autre raison que je voulais aborder vraiment, on va finir parce que moi comme autre raison de ne surtout pas venir voir un architecte, c'est clairement parce que vous ne prenez pas, en fait vous n'avez pas peur. En fait, vous n'avez pas peur pour votre santé et pour votre sécurité même. Bon, je ne vais pas revenir sur un sujet que nous connaissons tous dans nos contrats africains, les effondrements de bâtiments. Les bâtiments qui s'effondrent. Lorsque je prends toujours l'exemple de 100 millions, parce que c'est une somme voilà, assez démocratique. Lorsque vous avez 100 millions de francs CFA et que vous décidez de ne pas consulter des professionnels du bâtiment pour réaliser l'ouvrage, et vous considérez que c'est très sage comme décision. Vraiment, moi, j'applaudis. C'est toujours quelque chose que je trouve... En fait, ces gens-là me fascinent. J'ai un profond respect pour les personnes J'ai un profond respect pour les personnes qui s'imaginent qu'ils vont prendre un investissement comme ça, ne pas payer des professionnels pour elles. Et après, ils sont surpris que le bâtiment descend. Ça veut dire que c'est un truc qui me fascine. Je trouve que leur courage, c'est légendaire. C'est les gars qui peuvent traverser la mer Méditerranée à la nage. Pour ceux qui prennent les professionnels, ils se retrouvent quand même dans la même situation.
Ils prennent les professionnels et se retrouvent dans quelle situation? Les effondrements. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. On a vu des cas pareils, des professionnels. Non, je ne pense pas. Il faut savoir quelque chose. Il y a des projets, par exemple, un professionnel a commencé et après, le pouvoir a changé et il a pris plutôt une autre personne. Moi, je vais d'abord commencer par la genèse. Lorsque quelqu'un se présente à vous comme étant un professionnel, vous faites comment pour savoir si c'est vrai ou pas? Parce que ça commence par là. Vous connaissez les détails de service de la personne. Vous allez vérifier son pedigree. Vous allez vérifier ce qu'il a déjà réalisé. Donc, est-ce que c'est seulement parce que vous avez présenté une carte de visite que, voilà, architecte, que vous allez considérer que la personne est apte? Non seulement vérifier le background, mais aussi, admettons même que cette personne a le background et même l'expérience nécessaire. Si vous commencez un projet avec un professionnel et que, voilà, en cours dans le parcours, vous considérez que non, à ce stade-ci, vous pouvez déjà prendre la main et mener le projet à bien vous-même. Bien, vous enlevez l'architecte, vous mettez votre neveu qui a la licence en mathématiques, vous dites que non, vous ne voyez plus à quoi vous sert. Mais moi, j'ai un profond respect pour ces personnes parce que je les trouve très courageuses. Si vous considérez que payer un professionnel est cher, vous ne savez pas ce que peut vous coûter un incompétent. En réalité, c'est juste un gros courage et beaucoup d'immaturité parce que si vous avez besoin de vous faire opérer votre propre corps, votre propre santé, vous connaissez la route de chez le chirurgien et vous réussissez quand même à aller au quartier pour qu'on vous fasse une intervention à cœur ouvert. C'est pas le courage, c'est quoi? Non. Moi je suis toujours ébloui quand j'entends ce genre d'histoire. Vous laissez le professionnel, ou bien vous commencez un travail avec un professionnel, après vous abandonnez le professionnel, vous dites que non, à ce stade-ci, je peux déjà gérer moi-même. Après, vous êtes surpris d'avoir des surprises au niveau du chantier. On ne peut que vous applaudir. Donc, n'allez surtout pas voir les architectes. Vous avez de l'argent, ne les voyez pas. Les effondrements et tout, ça ne vous concerne pas, ça concerne les voisins. Ça ne peut jamais vous arriver dans votre vie. Et on a eu des projets comme ça. Là, dernièrement, je discutais encore avec Albert, mon consultant ingénieur de génie civil. On parlait d'un projet où on avait négligé les résultats du calcul géotechnique et ça se passe beaucoup dans les villes africaines. C'est-à-dire, même lorsqu'il y a des études, les études sortent par exemple que le sol n'est pas bon pour accueillir un certain nombre de niveaux, par exemple pour un projet. Mais le propriétaire décide de quand même réaliser le projet, malgré les résultats de l'étude de sol. C'est pas le courage, c'est quoi? C'est trop. C'est-à-dire que, vraiment, chapeau bas. Il faut pratiquer la nuit pour faire ce genre de choses. Ou bien même lorsque les résultats sortent, ça dit par exemple que tu vas réaliser un radier général pour pouvoir gérer certaines centres de charge et tout. Tu réussis à dire que non, tu vas faire des semelles isolées parce que l'ingénieur, s'il veut te faire dépenser, tu pars voir un autre pseudo-professionnel du bâtiment qui te dit que non, laisse ça, je vais gérer ça en 4-4-2. J'ai déjà fait ça dans notre quartier, ça a marché. Après, tu as un bâtiment qui fait comme ça. Tu déposes le verre sur la table, le verre commence à... jusqu'à ce que... C'est-à-dire que tu te poses des questions et ce n'est pas toi qui décides même si le bâtiment ne s'écoule pas de façon spontanée, tu as des locataires qui déménagent parce qu'ils ont des incidents. Chaque année, le bâtiment s'enfonce de 10 cm. Les locataires entendent des craquements dans le bâtiment jusqu'à ce que finalement le bâtiment... Il y a des bâtiments comme ça qui sont désertés parce qu'ils ne sont pas vivables. C'est seulement... Bon, je ne vais pas citer un cas qu'on connaît tous dans la ville de Douala. En plein centre de la ville de Douala. C'est inhabitable pour une erreur de considération des études géotechniques. Donc même voir parfois les professionnels, c'est une chose, mais les écouter. Ah oui, c'est clair. Parce que c'est ça. Certaines choses les professionnels uniquement peut-être pour la paperasse. Oui, pour la paperasse, voilà, il faut que la communauté voie que j'ai un permis, il faut que voilà, on sache que j'ai suivi les règles, juste vraiment pour la paperasse et pour le reste, c'est moi-même qui décide, c'est moi qui gère, c'est mon argent, voilà.
Non, ce sont des gars, franchement, quand j'entends les histoires comme ça, là, j'aime être à côté d'une petite boisson fraîche parce que ça, c'est des choses qui me font... En fait, j'ai envie de leur dire chapeau bas parce que c'est vraiment, vraiment du courage de faire ça. Malheureusement, beaucoup s'engagent dans les chantiers avec ce genre de mentalité. Et bon, qu'est-ce qu'on peut leur dire? On va de l'avant. Il y a aussi un truc là que je veux conseiller aux gens ici là par rapport au fait de ne jamais voir un architecte. Vraiment, n'allez pas vers les architectes si vous n'avez absolument aucune, comment je peux dire, vous ne vous préoccupez pas de la santé et du bien-être de votre famille. Je parle même de... Vous savez, il y a ce qu'on appelle la garantie décennale. Lorsque un chantier est livré, ce n'est pas, même s'il est apparemment bien fait, ça prend un certain temps en fait. Ça peut être une garantie quinquennale ou décennale en fonction des pays. Ça prend un certain temps qu'on peut normalement mettre fin en fait à un contrat de façon claire et définitive en ce qui concerne la bonne conformité du chantier en réalité. C'est pour ça qu'il y a souvent des frais retenus chez certains prestataires. Le contrat ne se voit pas de... Non. C'est pour ça que les architectes ont ce qu'on appelle la déontologie. Parce qu'ils savent qu'un projet que tu as fait de cela 10 ans, s'il y a un souci, tu dois répondre en fait. C'est comme une garantie en fait. À part les assurances de chantier, même le fait même d'avoir bossé avec un architecte. C'est pas parce que la clé à main est remise que le projet est fini, jamais. Jamais. Donc, même le suivi, même... Il y a ce qu'on appelle des plans de recollement qu'on donne en fin de chantier pour pouvoir permettre une meilleure maintenance. Voilà, parce que malheureusement, chez nous, dans nos contrats africains, on ne tient pas vraiment compte des recommandations de l'architecte en termes de maintenance. Donc, on n'a pas... Normalement, moi, je dis toujours que l'architecte doit être un peu comme le médecin de famille. Vous devez avoir votre architecte avec qui vous cheminez, en fait. Surtout pour les personnes, les hommes d'affaires, les investisseurs, ils doivent avoir leur gars sûr. Même si tu as plus d'architecte, peut-être un architecte projet, un architecte d'intérieur, il faut avoir des personnes de référence, ne serait-ce que pour le conseil. Parce que on a eu des projets comme ça où les gars ont travaillé sans architecte, des projets paradoxalement qui n'avaient pas de soucis de budget. Des gars ont travaillé sans architecte, des gars ont travaillé simplement avec des prestataires par-ci, par-là. Ils ont passé les marchés comme ça. Même si on réussit à faire un bâtiment qui apparemment n'a pas de soucis de sécurité parce que surdimensionné, parce que malheureusement, moi je dis et je répète, je pèse mes mots, la plupart des bâtiments qui ne sont pas réalisés par des professionnels du bâtiment tiennent debout parce qu'ils ont été surdimensionnés. Ça veut dire que là où il fallait mettre 3 sacs de ciment, on a mis 5. Oui, c'est surdimensionné parce que le gars tâtonne et pour éviter qu'il y ait un incident, le gars te bombarde en fait le matériau là où ce n'est pas nécessaire parce qu'il veut écarter tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a tellement de malfaçons dans le bâtiment qui vous font dépenser doublement parce que les gars surdimensionnent. Ou bien parce que le gars a fait un chantier quelque part, c'est comme ça que c'était dosé là-bas et lui vient reproduire ça dans ton chantier alors que ce n'est pas les mêmes contraintes. Donc, où je voulais en venir, c'est au niveau de la santé même. Je prends un exemple, il y a des chantiers où les gens mettent le staff, les gens mettent des peintures à huile, des matériaux de construction qui ne sont, qui sont même interdits sur le marché, des matériaux de construction qui ne sont même plus, ça dit que ça a traversé toutes les barrières anti-réglementation. Mais comme il n'y a personne, comme il n'y a pas de tutelle dans le chantier, il n'y a pas de tutelle technique dans le chantier, il n'y a pas d'architecte. En fait, tout passe. On se retrouve avec des maisons qui dégradent votre santé, malheureusement, il faut le dire. Vous inhalez de l'amiante, c'est cancérigène. Vous inhalez des solvants de peinture. Vous inhalez des peintures au plomb, vous inhalez du mercure dans des bâtiments et ça ne se fait pas en un jour. Parce que, oui, c'est grave. Si vous saviez la facture que vous faites payer à votre famille parce que les matériaux de construction ne répondent pas des spécifications techniques réglementaires, vous ne prendrez pas certains risques. Je pense qu'il y a une grosse ignorance par rapport à ça. Lorsque vous avez dans une maison un nouveau-né qui commence à développer des problèmes pulmonaires, quand vous avez dans une maison des soucis de santé avec des maladies rares,
spontanée. Vous posez toutes les questions par rapport à l'alimentation, vous posez toutes les questions par rapport au mode de vie, mais très peu de personnes se rendent compte que votre environnement peut être votre premier poison. Mais malheureusement, c'est vrai. Les spécifications techniques des matériaux de construction, qui contrôle? Est-ce que les gens appellent souvent ça le white spirit, par exemple. Rien que lorsqu'on applique les matériaux, certains solvants ou bien certains vernis sur les portes ou sur le mobilier, quand vous passez à côté, vous sentez la forte odeur, même si celui qui est en train de faire la mise en œuvre a le masque. Vous qui êtes dans le bâtiment, qui allez pratiquer le bâtiment sur plusieurs années, est-ce que vous allez marcher avec des masques? Est-ce que vous connaissez les enfants qui subissent? Et surtout les enfants qui subissent. Les enfants et même les adultes subissent. Pourquoi? Parce que les chambres en général, ce sont des endroits fermés qui ne sont pas très bien aérés d'une manière générale. Voilà. Et c'est souvent des endroits qui sont souvent surchargés en mobilier. Et ce ne sont pas des endroits qui sont en général très bien ventilés. Donc les enfants sont dans un environnement, les chambres d'enfants et même les chambres de parents parfois, sont dans un environnement mal ventilé et toxique. Donc vous imaginez un peu ce que ça peut avoir comme coût du point de vue sanitaire pour une histoire d'économie. Donc moi je pense que les personnes ne devez surtout pas voir les architectes. Voilà, si vous n'avez pas d'enfants ou si vous n'avez pas de considération sur voilà. Là, je me souviens encore qu'il y a même les appareils électroménagers ou bien certains appareils du bâtiment ou certains environnements du bâtiment comme les transformateurs et tout qui présentent des risques pour la santé. La clim. Les antennes qu'on dispose souvent sur le bâtiment, le micro-ondes lui-même, placé à côté de certains autres appareils, ça crée un champ qui est mauvais pour la santé. De même la disposition de l'électroménager, même les antennes de radiofréquence là, même simplement la proximité avec des lignes de moyenne ou de haute tension. Tout ça, c'est des choses en fait qui sont ignorées, totalement ignorées dans le secteur du bâtiment. Sur la haute tension. Oui, beaucoup construisent sur la haute tension, mais personnellement, je pense que c'est pour ça qu'il faut aussi avoir le conseil de l'architecte avant de choisir le bon terrain. C'est pour ça que c'est important de consulter son. Quand tu vois un bon terrain quelque part, tu te dis qu'il est bon. Demande un peu à ton architecte de venir un peu faire. C'est pour ça qu'il faut avoir un architecte à soi. Parfois aussi, quand la maison est encore enclavée, on ne sait pas si un poteau va passer. Un poteau électrique. Comment D'une manière générale, les lignes de haute tension sont réalisées dans les endroits les plus enclavés. Hein. Les lignes de haute tension, les lignes de haute tension sont en général dans des endroits forestiers, même ça passe déjà. Donc le temps que la ville arrive, les lignes de haute tension et de moyenne tension en général sont déjà installées. C'est vrai que vous dites en général, mais les lignes de haute tension passent après les populations. Oui. Comme quel quartier? Il y a le quartier pour la fond, parce que j'ai le cas à ça. Il n'y avait pas les transformateurs. Il y avait quand même. Moi, de ce que je connais, les lignes de haute tension, lorsque vous êtes même sur les axes lourds, les axes interurbains, ou même dans certains, Parfois, je suis dans la randonnée touristique, je vois les lignes de haute tension. Les lignes même des entreprises de télécommunications, là, les antennes, là, elles sont posées à des endroits mais enclavés. Oui. Maintenant, les lignes qui passent après, en général, ce sont des lignes de moyenne ou de basse tension. En général, on ne déploie pas une ligne de moyenne ou de basse tension dans un endroit qui n'est pas habité. Ça ne sert à rien en fait. Vous voyez un peu ce que je veux dire. La plupart des lignes de haute tension c'est un peu comme des réseaux interurbains. Ouais, donc c'est pas la peine. En fait, de ce que je connais, on va rarement voir un système de haute tension établi dans un endroit déjà urbanisé. Les lignes de moyenne et basse tension, c'est pour distribuer la population. Donc c'est une ligne de distribution. Et les lignes de haute tension sont faites vraiment en amont. Donc ça m'étonnerait que... Bon, peut-être qu'il y a des cas, mais pour ce que je connais, c'est très rare. En général, on vient trouver les lignes de haute tension et on décide d'acheter le terrain en dessous.
et on décide d'investir sur ça au mépris de tous les risques. Donc, pour le peu que je connais, quand moi je vois une ligne de haute tension quelque part, directement je conseille à mon client de ne pas... Non, jamais. Moi, j'ai déjà conseillé comme ça à plusieurs reprises. Moi, on m'a proposé un terrain comme ça pour acquérir, moi-même, j'ai refusé. Parce que quand tu ne connais pas le risque, tu peux pas prendre de précautions, en fait. On a dépassé 5 raisons pour lesquelles on ne doit surtout pas voir un architecte. Donc maintenant, la balle est dans votre camp. Si vous tenez à dépenser votre argent gratuitement, vous avez maintenant mon point de vue par rapport à ça. Et je vous demande simplement de rester ouvert d'esprit, documentez-vous. Maintenant, il y a tellement de moyens voilà, demander le conseil de professionnels. Et surtout, ne vous arrêtez pas au fait que quelqu'un a une carte de visite avec architecte dessus. Voilà, il faut être vraiment sélectif sur le genre d'informations qu'on vous ventile. Prenez toujours la peine de vérifier, voilà, et essayez de ne pas être trop avare parce que au final, c'est moins cher. Je vous laisse finir. Allez, ciao, bye bye.